Donc Christophe est né en 1964, tout va bien, un diplôme français d'école de commerce, tout va bien, et un autre diplôme au Canada, à Ottawa. Qu'est-ce que tu es allé faire à Ottawa, Christophe? Enfin, moi, ça m'a toujours tenté très tôt c'est beaucoup plus populaire aujourd'hui, hein, d'aller faire une partie de ses études à l'étranger. Moi, ça m'a toujours tenté d'aller passer. J'ai passé 1 an au Canada. C'est parmi les meilleurs souvenirs. Je pense que pour tous les jeunes diplômés qui aujourd'hui passent une partie de leurs études à l'étranger, c'est un moment non seulement où on apprend une culture différente, on apprend l'anglais aussi, ce qui à mon époque n'était pas si courant. C'est ça, pour un Français, oui. On apprend à se débrouiller tout seul. Alors ensuite, fin des années 80, début des années 90, tu es dans les salles de marché. Et là, c'est l'excitation, les traders sont au paroxysme, si je puis dire. Bah, c'était fabuleux. Enfin, moi, j'ai connu l'époque où les premiers marchés, le plus gros marché à terme au monde, c'était le Matif à Paris. Ouais. J'ai connu l'époque où voilà, tous les marchés financiers se développaient, se libéralisaient. Voilà. Et c'était une époque très intéressante. Alors ensuite, changement de décor, tu rejoins le groupe Allianz. Et là, tu vas y passer quelques années avec plein de jobs différents, Christophe. En fait, j'ai fait un peu tous les métiers. Vous savez, dans un groupe d'assurance, moi, je viens d'une famille de médecins et d'ingénieurs. Donc, faire du trading, être dans la finance, déjà, c'est pas forcément valorisant. Voilà, valorisant. C'est vrai qu'on ne fait pas des opérations à cœur ouvert. Mais faire du trading court terme comme ça, savoir à la fin de la journée si vous avez gagné ou perdu de l'argent, c'était un peu trop court terme, même pour moi, et en particulier pour ma famille. Donc j'étais basculé dans un... Quand vous êtes chez un assureur, vous gérez des réserves à long terme. Voilà. Et vous gérez la retraite des gens, vous gérez l'épargne des gens, vous gérez le risque des gens. Voilà. Et donc je trouvais que c'était un peu plus noble. J'ai fait tous les métiers dans les investissements. J'ai fait de la gestion obligataire, j'ai fait de la gestion action, de la gestion immobilière, de la gestion de participation. Puis à un moment donné, il y a eu un peu un mouvement chez l'ensemble des investisseurs institutionnels, chez les grands gestionnaires d'épargne, pour s'intéresser au private equity. On a créé AGF Private Equity. J'ai trouvé que ce qui collait le plus à la vie des entreprises. Et puis, j'en suis jamais reparti. Alors aujourd'hui, donc, Eurazeo, c'est 35 milliards d'euros d'encours, c'est ça? Un mot sur l'historique et le type de métier, même si on l'a compris maintenant. Moi, je suis arrivé là parce que AGF Private Equity a été fusionné dans Allianz Private Equity. Je suis parti à Munich m'occuper du Private Equity du groupe Allianz. Puis à un moment donné, le groupe Allianz a dit AGF Private Equity, ça ne nous intéresse plus, on va le vendre. Je l'ai racheté avec mes associés. On a appelé ça Idinvest. On a transformé ça en un fonds d'investissement qui faisait 8 milliards d'euros et on l'a fusionné dans Eurazeo il y a maintenant 6 ans. Et puis il y a maintenant 1 an, Eurazeo m'a proposé de devenir le co-CEO d'Eurazeo. Donc on peut faire des fusions qui ne sont pas des points d'arrêt. Voilà. Et aujourd'hui, donc, le type d'investissement, donc c'est en moyenne, même si c'est compliqué les moyennes avec une vision, voilà, c'est difficile de gérer les choses à plus de 12 mois. Combien d'investissements chaque année? Alors, on est un fonds d'investissement, on gère 35 milliards d'euros. 75% de ce qu'on fait, c'est du private equity. On finance des entreprises en fonds propres. Voilà. On est un des acteurs parmi les plus complets en Europe et en France. On finance des jeunes entreprises, des start-up, à des phases d'amorçage. On finance aussi des sociétés qui sont plus dans ce qu'on appelait le gros equity, c'est-à-dire Doctolib, le business model, il est fait, c'est plus une start-up. Voilà, donc on les finance aussi à ce moment-là. On les finance quand elles sont des PME. On a un fonds qui s'appelle Eurazeo PME. On les finance quand c'est des ETI. On les appelle ça Eurazeo Capital. Voilà. On les finance, 20% de ce qu'on fait, c'est de prêter de l'argent à des entreprises. Donc 20% de ce qu'on fait, c'est de la private debt. Et puis en fait, on fait aussi 5% qui sont de l'infrastructure. Aujourd'hui, donc la zone euro, comment tu la sens? L'Allemagne qui tousse, tout le monde tousse? Oui, alors, oui, ça tousse. Bon, ça, je veux dire, ça tousse tout le temps, un peu partout, quelque part dans le monde. Moi, ce que je sens aujourd'hui, c'est que quand même l'Europe, c'est une terre d'entrepreneuriat sous-estimée dans des proportions considérables. Qu'on parle des entreprises jeunes, mais qu'on parle des entreprises de taille moyenne, il y a un vivier d'entreprises à financer en Europe qui sont passionnantes. Il y a des sociétés très innovantes qui accélèrent très fort. Et il y a des sociétés plus matures où aujourd'hui, quand même, quel est le meilleur conseil que nous pouvons donner, chacun d'entre nous, dans cette salle, la meilleure des PME allemandes au fin fond du Mittelstand? Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Il est probable qu'on va assez vite lui dire reste pas qu'allemande. Voilà. Donc on va lui dire, ce serait peut-être pas mal que tu prennes le contrôle de ton concurrent belge, espagnol, italien, si tu as le vent dans le dos américain, et si tu as vraiment beaucoup le vent dans le dos, chinois. Voilà. Et ce serait pas mal que tu deviennes le leader mondial de ton activité. Voilà. Donc nous, l'impression très forte qu'on a, c'est que les sociétés très jeunes, très innovantes en Europe,
On a beaucoup plus à financer que ce que peut faire Eurasio. Et les entreprises un peu plus matures, qui doivent rentrer dans des stratégies un petit peu plus globales, un petit peu plus mondiales, un petit peu plus de consolidateurs de leur activité plutôt que de consolider, il y en a énormément. Il y en a énormément. Quel regard tu portes sur le tissu des ETI à la française? Il y en avait 5500, là il y en a 1000 de plus. Pendant ce temps-là, les Allemands ont dépassé les 12 000. On est un peu à la traîne, non? Alors, on est un peu à la traîne. Il y a des tas de choses en France qui n'ont pas été très favorables aux PME, des impôts sur la production, des tas de choses qui ont gêné les transmissions familiales. Voilà. Bon. Mais globalement, aujourd'hui, quand même, malgré tout, il reste le fait qu'on a une population d'entreprises en Europe, qui sont en France en particulier, qui sont capables de devenir des champions. Et ça, il faut le mettre en valeur. Et pour le mettre en valeur, il faut plein de choses. Voilà. Il faut un gouvernement qui ne soit pas anti-business. C'est le cas, non? Est-ce que tu l'aimes bien? Tu l'aimes bien Macron, le ticket Macron-Le Maire, tu l'aimes bien ou pas? On a connu pire. En tout cas, on a la stabilité. Oui. Déjà, Bruno Le Maire, ça fait déjà un certain temps qu'il est là. C'est déjà beaucoup de chance en France quand on a de la stabilité. Mais bon, il faut une politique qui soit un peu favorable aux entreprises. Il faut des très bons entrepreneurs. Et ça, c'est pas quelque chose dont on manque. Il faut de la bonne innovation. Il faut plus de culture internationale. Parce qu'on va se dire les choses. Hein. Quand vous êtes en Europe et que vous investissez, que vous financez des entreprises en Europe, vous ne choisissez pas l'Europe en vous disant « Tiens, c'est génial, c'est la zone du monde où la population est la plus jeune, où la croissance organique est la plus forte. » Ben non, vous allez en Asie pour faire ça. Voilà. Donc, quand vous investissez en Europe, vous investissez pourquoi? Vous dites qu'il y a une population d'entreprises matures, c'est un tissu industriel, économique mature, voilà. Et vous vous dites, il faut aider ces entreprises à aller capter la croissance là où elle est. La croissance là où elle est, pour beaucoup des entreprises que nous dirigeons, c'est pas mal l'international. Christophe, on oppose parfois les fonds d'investissement, donc comme celui que tu diriges, avec une introduction en bourse. C'est quoi? Il y a une alternative, c'est un choix, on peut faire les deux? On peut faire les deux, il n'y a pas de forme de capitalisme qui s'oppose. Il y a du capitalisme familial, Corinne en a donné un exemple. Farouchement familial. Farouchement familial, c'est très bien. Il y a effectivement un certain nombre de sociétés cotées. On ne va pas, comment dire, on va pas se mentir. Moi, j'ai connu une époque où effectivement le développement des marchés financiers faisait que le rêve absolu de beaucoup d'entrepreneurs, c'était l'introduction en bourse. Oui. C'est moins le cas aujourd'hui. Franchement, sincèrement, si vous devez rester... Il y a pas mal de contraintes aussi pour des PME ETI. Il y a beaucoup de contraintes. Si vous devez rester une small cap, voilà. Non, mais je ne dis pas L'Oréal, je ne dis pas. Bon, tout le monde n'est pas L'Oréal. Hein. Et donc, quand vous êtes une société de taille moyenne, aujourd'hui, vous avez quand même la solution. Vous avez, en tout cas, vous avez le choix aujourd'hui. Vous pouvez être financé par une famille. Vous pouvez être financé par la bourse. Vous pouvez aussi vous dire, j'ai un fonds d'investissement. Il ne me finance pas pour toute la vie. Hein. Il me finance pour 5-6 ans. C'est pas grave, hein, il passera le relais à un autre. Voilà. Et aujourd'hui, cette forme de financement-là, ce que fait le private equity très exactement, voilà, c'est de répondre à ça. Si un entrepreneur a besoin d'un financement pour 5-6 ans, il va trouver un partenaire. Le meilleur coût, c'est quoi la meilleure rentabilité? C'est quoi, des Montclair, des choses comme ça, non? Alors, si on commence à parler du nombre de sociétés qui nous ont fait plaisir, Montclair en est une. Mais vous voyez, Montclair... Vous avez fait un multiple combien sur Montclair? Je crois qu'on l'a, comme on est coté, je crois qu'on l'a dit, c'était pas loin de 11 fois. On est resté 12 ans au capital de cette entreprise. Hein. Montclair, on la prend à un moment donné. Et je pense que ça, c'est très caractéristique de ce que l'Europe peut encore offrir. Moi, Montclair, quand on est rentré au capital, c'était encore un fabricant d'anoraks, de ski haut de gamme, de doudounes haut de gamme. Oui, mais ce que l'Europe peut faire, et on n'est pas que Montclair qui l'ait fait, hein, vous pouvez transformer ça en une marque qui devient mondial. Mondial. Aujourd'hui, Montclair fait une partie importante de son chiffre d'affaires dans des pays qui en plus n'ont aucune culture initiale du ski. Je parle du Moyen-Orient et je parle de l'Asie. Ça c'est clair. L'Europe peut encore faire ça. Voilà. Et Montclair, c'est un super succès, mais on a fait aussi des choses comme Mythique, comme Talen, comme aujourd'hui Doctolib, Back Market. Tu reçois combien de dossiers par an en moyenne? Beaucoup plus qu'on peut en financer. Aujourd'hui, il y a 600 entreprises financées directement par Eurasio, beaucoup financées indirectement ou financées par de la dette. 600 entreprises. Non, mais heureusement que l'Europe a plus que 600 entreprises de petite et de moyenne taille ou de taille intermédiaire qui sont capables de devenir des champions. Il y en a beaucoup plus que cela. Christophe, le plus beau métier du monde, c'est dirigeant d'entreprise ou romancier? Alors là, bon...
Je pense que c'est certainement romancier, mais il faut avoir beaucoup de talent. Voilà, je veux qu'il y ait des gens. Mais tu as écrit des bouquins ou pas? J'ai écrit un bouquin, parce que j'étais très marqué quand j'étais jeune. Moi, quand j'étais jeune, il y avait Jacques Séguéla qui avait écrit un bouquin. Il avait expliqué son métier. Vous vous souvenez peut-être du titre. Il avait dit « Ne dites pas à ma mère que je suis dans la pub. Elle me croit pianiste dans un bordel. » Il avait dû dire voilà, quelque chose comme ça. Bon. Et ça m'avait beaucoup marqué parce qu'il racontait, il faisait comprendre, en tout cas à ma génération, ce que c'était que le métier de la pub, en faisant comprendre c'est beaucoup plus que la pub. Voilà, c'est comment est-ce qu'on place une marque, comment est-ce qu'on établit tout ça. Et donc nous, on a fait un bouquin qui s'appelait Une histoire d'entrepreneur, et c'était Tribulation au pays des entrepreneurs, et c'était pour essayer de raconter Mythique, Sarenza, les réussites, pour expliquer aux gens ce que c'est que quand on accompagne des entrepreneurs de talent. Alors tu adores jardiner, tu jardines quoi d'ailleurs? Moi, j'ai une passion pour. J'ai une maison en Bretagne, donc j'ai une passion pour tout ce qui aime beaucoup l'eau. Voilà, donc les hortensias, les choses comme ça. Alors, côté vin, un souvenir, peut-être une dégustation de Bonne-Mare. Nous sommes en Bourgogne, dans la Côte de Nuit. Et également, il paraît que tu as essayé de donner une leçon de marketing à un vigneron un jour, Christophe. Oui, alors je me suis bien trompé. Un jour, j'ai un ami qui me propose de participer à. Il s'agissait de racheter 3 lopins de terre pour quelque chose qui s'appelle le Domaine Barthes, voilà, et qui fabrique un Bonne-Mare Grand Cru. Et. Je ne me prétends pas être capable d'expliquer à un vigneron ce que c'est que de faire du bon vin, mais toujours est-il que donc je lui dis, parce qu'on le rencontre, voilà, moi j'ai eu l'occasion d'acheter quelques parcelles et donc on est payé en vin, donc c'était déjà une chance de pouvoir accéder aux bouteilles. Et donc je lui dis, écoutez, franchement, je n'ai pas de conseils à vous donner sur le vin, moi je le trouve absolument sublime, mais évidemment, je ne suis pas aussi connaisseur que vous. Simplement, l'étiquette, c'est catastrophique. Et là, il me regarde. Il y a 3 ans d'attente pour avoir accès à nos bouteilles. Avec cette étiquette-là. Mais pourquoi voulez-vous qu'on fasse ça? Je me suis dit, le business model le plus beau dans la vie, c'est quand même quand il n'y a même pas besoin de réfléchir au marketing de son produit, il se vend tout seul. On commence très bas. C'est combien très bas, Christophe? Très bas, de l'amorçage pour un fonds professionnel, c'est 300 000 euros. Donc, et encore, si on finance une entreprise à 300 000 euros, Criteo, quand on les finance, ils sont 3 ingénieurs et on a mis effectivement 300 000 euros. Voilà. Alors après, donc le point de départ n'est pas très important, c'est très rare qu'on fasse ça. Dans le vrai venture capital, donc dans le financement des startups, généralement on ne met pas tellement moins de 5 millions d'euros. Ce qui est très important aujourd'hui, c'est qu'il faut être capable d'accompagner les entreprises jusqu'où elles peuvent aller. Oui. Voilà. Et donc, il se trouve que par exemple, Doctolib, on a dû mettre en tout jusqu'à 350 millions d'euros dans la société. Voilà. Et puis après, il y a des sociétés qui sont un peu plus grosses. Hein. Il y a des sociétés, lorsqu'on fait des Montclair, lorsqu'on fait des choses comme ça, c'est des choses beaucoup plus lourdes, mais on rachète, vous savez, de la dette. Ça s'appelle le LBO. Dans le mot LBO, le L, c'est pour leverage, c'est de la dette. Donc effectivement, il y a. Après, nous, au Raseo, on a un style. Nous, on n'aime pas les très grosses transactions, on préfère les petites et les moyennes entreprises, voire les entreprises de taille intermédiaire, pour une raison toute simple, c'est plus facile de les transformer. Alors, on peut faire aujourd'hui des LBO sur les très grosses entreprises. Quand c'est déjà des leaders mondiaux, c'est moins facile de savoir exactement que vous prenez un fabricant d'une marque de ski relativement locale et que vous décidez d'en faire une marque internationale. On a l'impression que la création de valeur est plus compliquée. Christophe, le co-CEO de Raseo, il devait être brillant, il a été, on l'applaudit très chaleureusement. Merci Christophe d'avoir répondu présent à l'invitation du cercle. Merci.